Et j'en ai 3 à te proposer. Et non, ce que je vais te proposer, ce ne sont pas des théories. Les théories, elles, ce sont des suppositions sur ce qu'on veut voir dans la série. Du genre, Harry et Hermione sont frères et sœurs, ou alors, quelle est la véritable identité de Rosie dans Hazbin Hotel. Pour ces 2 cas, on n'a rien sur quoi se baser pour les rendre réels. Ça reste des suppositions. Moi, ce que je vais te donner, ce sont des prédictions. Et les prédictions, elles se basent sur des éléments qui existent déjà dans la structure de la série, ce qui les rend cohérents. Je l'ai déjà fait l'année dernière avec ce que je pensais qui allait arriver à Pénélope dans la saison 3, et oh, j'avais raison. On sait déjà que la saison 4, c'est une réécriture à la Cendrillon. Pas besoin que je m'étale là-dessus, l'Insta Netflix Italie le fait déjà très bien. Dans ma vidéo de l'année dernière, je me suis basée sur la méthode Save the Cat que j'étudie maintenant depuis 1 an. Et je confirme pour cette année encore, la série globale des Bridgerton épouse carrément cette structure. Et avec cette analyse de la série, je vais pouvoir te présenter 4 prédictions pour la saison 4. Si comme moi vous cherchez des méthodes pour écrire justement vos romans, pour les structurer et les rendre cohérents, la méthode Save the Cat, ça vous parle déjà. Après tout, la majorité des œuvres cinématographiques utilisent cette méthode. Mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, laissez-moi vous faire une présentation. La méthode Save the Cat a été propulsée par Blake Snyder, qui consiste à structurer un récit en 15 étapes clés. Et si on suit bien cette méthode, ça crée des récits émouvants, inspirants et captivants. Et en tout cas avec moi, ça marche très bien. Aussi bien qu'une lettre à la poste. Pour ceux qui connaissent déjà la méthode Save the Cat, je vous laisse aller au chapitre suivant. Et pour les autres, je vais vous montrer en gros comment la méthode s'intègre dans chaque épisode de la chronique des Bridgerton. Ces 15 étapes, les voici. Elles sont divisées en 3 grands actes. Dans le premier, nous avons les étapes de l'image d'ouverture, l'exposition du thème. Moi aussi, je me sens un imposteur. Le setup, où on présente le protagoniste, son univers, son statu quo et le problème à résoudre. De manquer constamment les événements familiaux ou d'y arriver en retard, généralement en empestant l'alcool. Je ne suis qu'un fils cadet. Qui devra aussi songer à se marier un jour et devra chercher l'approbation du père d'une jeune demoiselle convenable. Ce qui requiert de vous conduire en gentleman et non en dépravé. Votre langage. Et enfin, le catalyste qui va sortir le héros de son statu quo. Ces 4 étapes, elles sont intégrées à l'épisode 1. L'épisode 2 reprend rapidement l'image d'ouverture, le thème et le setup de Sophie. Tu mérites d'aller à cette soirée et de te sentir importante. C'est ton droit par la naissance, aussi bien que Miss Lee ou Miss Posey. Pour ensuite nous embarquer dans l'étape du débat. C'est à propos du bal. C'est ici qu'on montre que le héros a compris qu'il y a quelque chose qui a changé, mais il agit encore dans l'évitement. Et avec le syndrome de l'imposteur, il y en a de l'évitement. Cette étape est longue pour montrer que le protagoniste n'est pas encore prêt. Il doute encore, tergiverse, minimise, négocie. Il le reconnaîtra peut-être. Non, bien sûr que non. Ce n'était qu'un soir, un court moment. Il ne sait pas à quoi je ressemble. Alors dis-le lui. Quoi? Entre là-dedans et va dire à cet homme qui tu es. Ce n'est pas moi qu'il veut retrouver. C'est la demoiselle vêtue d'une robe d'argent. Et elle n'existe pas. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on n'est qu'au début de l'histoire et si tout allait bien maintenant, il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Et puis en tant qu'être humain, on a besoin de temps pour comprendre une leçon. Le débat se termine quand le protagoniste arrête de réfléchir et agit. On entre alors dans l'étape Break into Two. Oui, vous allez voir que mon accent anglais est magnifique. Dans notre saison 4, l'épisode 2, il se termine avec un chevauchement entre l'étape du Break into Two et la B-Story. La B-Story, c'est l'étape où le personnage A et le personnage B se rencontrent. Et oui, je suis d'accord, Bénédicte et Sophie se sont déjà rencontrés, mais là par contre c'est leur première rencontre, en face à face, sans les masques. L'épisode 3 reprend avec l'étape de la B-Story et suit avec la partie que je préfère, le Fun and Games. Et dans la méthode Save the Cat, le Fun and Games, ce n'est pas forcément une étape qui est fun pour le héros. Au contraire, ça peut être complètement déstabilisant. Ça dépend de l'histoire que l'on raconte. Dans les Bridgerton, c'est souvent l'étape de la séduction. Daphné et Simon qui jouent aux faux amoureux et se séduisent en même temps. Anthony et Kate qui jouent avec le feu et Pénélope qui découvre ce que c'est de vraiment s'assumer en tant que femme. Et ici, pour Sophie et Bénédicte, ce sont 2 imposteurs qui jouent un rôle différent du leur. Sophie joue le rôle d'une invitée dans une robe de noble, et elle a du mal. Elle ne peut pas s'empêcher de travailler, normal, elle n'a connu que ça pendant de nombreuses années. Et je crois que tu seras d'accord avec moi, quand on a le nez dans le guidon, c'est très difficile de lâcher prise et de faire autre chose, comme se détendre. C'est d'ailleurs même le cas de quasiment toutes les mamans. Bénédicte, lui, joue le rôle de l'homme actif, malgré sa blessure, alors qu'il aurait très bien pu rester comme d'habitude. Un débauché.
Moi je dirais plutôt un homme moisif. Il sent qu'il a besoin d'un but dans sa vie, mais dès qu'il en a l'opportunité, il reste en surface. On a donc un duo qui s'amuse à jouer leur rôle inversé. C'est un détail que j'ai déjà relevé dans les autres saisons, mais les chroniques des Bridgerton aiment bien créer des duos qui agissent en miroir. Après tout, on apprend mieux face à soit son propre reflet, soit son contraire. Et dans l'épisode 4, on poursuit le Fun and Games, mais dans un autre décor. Et j'adore cette scène qui montre la distance sociale entre Sophie et Bénédicte. Regardez, Bénédicte monte et Sophie retourne en coulisses. C'est du show don't tell pur et moi je trouve ça beau. Dans cette deuxième partie, t'as compris, ils reprennent leur rôle habituel. Sophie qui court partout et Bénédicte qui fout rien. L'épisode s'achève au midpoint et c'est une scène qui en a fait râler plus d'une, moi comprise. Pas juste parce que Bénédicte a demandé à Sophie d'être sa maîtresse. Loin de là. Mais parce que cet imbécile qui cherche sa dame en regardant surtout les lèvres n'est pas foutu, encore une fois, de la reconnaître alors que le collier est encore plus visible qu'avant. Il lui faut quoi? Un gant? Bref, le midpoint, qu'est-ce que c'est? C'est une scène qui achève le Fun and Games, avec une fausse victoire ou une fausse défaite. Toute la partie du Fun and Games, elle est parsemée de victoires et de défaites. Et à la fin, il doit en avoir plus d'une ou de l'autre. Alors tu vas me dire, ouais d'accord, mais quoi comme victoire et quoi comme défaite? Eh ben si on reprend par exemple la saison 3, Pénélope qui essaye de parler à un groupe de monsieur et n'y arrive pas, c'est une défaite. Et Pénélope qui arrive à discuter naturellement avec des prétendants, c'est une victoire. Et pour notre saison 4 alors, j'avoue c'est un peu plus compliqué. Par exemple, Bénédicte qui arrive à faire embaucher Sophie auprès de sa mère, malgré les rumeurs que Lady Penwood a mis sur son dos, c'est une victoire. Bénédicte qui reprend sa recherche de la dame vêtue d'argent, mais qui se rend compte que le souvenir s'efface de plus en plus, c'est une défaite, oui. En clair, le midpoint, il doit donner l'illusion de « ça va aller » ou « tout est perdu et rien ne va changer ». Et ça, peu importe si le héros gagne ou perde. C'est juste révélateur du chemin qu'il a encore à parcourir. Et avec cette expérimentation d'une fausse victoire ou d'une fausse défaite, ça va déterminer vers où va partir l'étape suivante. Et si vous voulez bien, on va mettre le midpoint de la saison 3 et de la saison 4 en parallèle pour qu'on puisse mieux voir ce que ça va faire. Donc l'année dernière, avec la scène de la calèche, c'était une fausse victoire. Pen, elle a eu ce qu'elle voulait. L'amour de Colin et sa demande en mariage. Quoi de mieux? Sauf qu'elle l'a eu sans avoir encore changé intérieurement. Et elle cache toujours la vérité à Colin. Donc l'étau s'est resserré autour d'elle, les enjeux ont augmenté, les antagonistes se sont rapprochés dangereusement. Toute cette partie, c'est une tension croissante. C'est une perte de contrôle et d'anxiété. Et bordel, qu'est-ce que j'étais anxieuse pour Pen dans ces moments-là. Donc gardez en tête que le héros, il doit se dire « tout commence à m'échapper, même quand j'essaye de bien faire ». Au fur et à mesure de cette étape, les erreurs du héros vont s'additionner, le mensonge devient plus coûteux que rassurant, la pression ne s'arrête pas de monter, en gros, on ne respire plus. Pour écrire cette partie, il faut qu'on garde en tête que le héros, il va payer de plus en plus le choix de ne pas avoir changé. Et le moment où Pen en paye vraiment le prix, c'est quand Colin découvre qu'elle est Lady Whistledown en la suivant. Et si vous vous souvenez bien, ça a pris 2 épisodes. Maintenant, si on regarde la scène de l'escalier, ici on a Bénédicte et Sophie qui subissent une fausse défaite. Aucun des deux n'obtient ce qu'il veut. Bénédicte avait cru avoir trouvé la solution parfaite pour vivre son amour avec Sophie, en reprenant le schéma de son ami et celui qu'Anthony a utilisé avant Kate. Sauf qu'on sait très bien que ça n'a pas fonctionné. En plus de ça, avec l'esprit d'indépendance de Sophie, fallait vraiment pas la connaître pour savoir qu'elle allait pas accepter. Sophie de son côté, elle ne tient pas non plus ce qu'elle veut. Certes, elle veut Bénédicte, on est toutes d'accord là-dessus. Sauf qu'elle ne le veut pas de cette manière-là, elle veut qu'il la reconnaisse. Depuis le début, elle veut viscéralement que Bénédicte la reconnaisse. Et ce bougre n'est toujours pas foutu de le faire. Alors que merde, tous les indices sont sous son nez. Il cherche une bouche depuis le début et n'est pas foutu à chaque baiser de la reconnaître. Il cherche un contact et quand il semble enfin le reconnaître, il n'est pas foutu d'aller creuser plus loin. Bon, en même temps, il l'a dit dès le début, hein. Il est parfois rassurant de rester dans des eaux peu profondes. C'est plus chaud, plus plaisant. J'aime la chaleur, c'est plaisant. Sauf que pour la suite, il va falloir apprendre à plonger, mon petit Bénédicte. Bref, tous les deux, ils sont encore dans leur mensonge intérieur. Mais lequel? Et si tu te souviens bien de ce que j'ai dit juste avant, c'est quoi le mensonge intérieur du syndrome de l'imposteur? C'est là où moi je me suis mangé une claque en écrivant cette vidéo. Et si tu veux bien me permettre, je vais lire ce que j'ai écrit.
Le mensonge intérieur de l'imposteur, c'est de croire qu'on a besoin d'une validation extérieure pour être perçu comme légitime. Et le mensonge de Sophie, c'est croire, même d'espérer, que Bénédicte va la reconnaître sans qu'elle ait besoin de le faire. Et donc on en arrive à ma première bénédiction. Bénédiction, oui. Et nous voici donc à ma première prédiction. Ce n'est ni Bénédicte qui va la reconnaître, et ce n'est pas non plus Lady Penwood qui va la légitimer. Du moins, c'est pas elle qui va vendre la mèche sur l'identité réelle de Sophie. C'est Sophie qui va devoir s'assumer et se démasquer, toute seule. Comment ? J'en suis pas complètement certaine, mais j'ai l'intuition que ça peut prendre sa place dans 2 étapes. Celle du All Hills Lost, ou alors dans l'une des 5 sous-étapes du final. Donc si on résume, l'épisode 5 et 6 vont montrer les mensonges intérieurs de Bénédicte et Sophie qui deviennent de plus en plus inconfortables. Pour Bénédicte, les eaux profondes vont devenir inconfortables, surtout s'il veut véritablement aimer Sophie, et poursuivre une relation avec elle, il va devoir apprendre à plonger dans les eaux froides. Parce qu'on est d'accord, hein, Sophie, elle n'est pas du tout dans les eaux peu profondes comme l'ont été les veuves que Bénédicte a connues, les demoiselles de compagnie et, c'est ironique, les débutantes. Pour Sophie, ça va être attendre la validation extérieure ne sera plus suffisante et fuir ou se cacher ne servira plus à rien. Si Bénédicte persiste dans son idylle, elle va encore une fois chercher à fuir. Et on a la preuve dans les trailers. Sauf que cette fois, ça ne marchera pas. Il se peut que Violette n'accepte pas du tout le retournement de situation. D'abord, elle accepte sa place, la place qu'on lui offre, et puis tout d'un coup, ah non, en fait, j'ai changé d'avis, je voudrais partir. Je pense même que Violette va soit comprendre d'où elle vient, soit comprendre que Bénédicte y est pour quelque chose. Peut-être même que c'est elle qui va comprendre qui est vraiment Sophie. Après tout, c'est quand même Violette qui a découvert d'où venait le gant, et qui a l'air même de bien connaître cette famille. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais la paire de gants, elle se trouve au même endroit. Et Lady Penwood dans tout ça. La voilà vraiment au plus proche de Sophie, on pourrait pas faire plus proche. Et comme je viens de le dire, il y a de fortes chances que le démasquage se fasse rapidement. Je suis pas convaincue que ça soit dans l'épisode 6, en tout cas pas dans la manière de Sophie, c'est mon ancienne bonne, et je l'ai renvoyée parce qu'elle est venue en dame du monde dans votre bal, Lady Bridgerton. Non, parce que ça irait dans le sens du mensonge intérieur de Sophie. Non, je pense plutôt que Lady Penwood va broder un mensonge qui ira plus dans son sens à partir de la vérité. Du style, j'ai renvoyé Sophie parce qu'elle m'a volé. Elle m'a volé mes chaussures, elle a volé les boucles de souliers de ma Posy, regardez, il n'y a plus rien. Et en plus de ça, elle a caché le masque de ma Rosamund parce qu'elle était trop envieuse de son entrée dans le monde. Et tous les faits sont là. C'est une vérité, mais qui a été maquillée pour aller dans son propre sens à elle. Et on est plusieurs à le sentir que Lady Penwood est occupée de bluffer. Pour moi, c'est sûr et certain, elle bluffe sur le testament de Lord Penwood. Je suis convaincue que Sophie y est, peut-être même qu'elle a été légitimée dans ce testament, que Lord Penwood a réellement tenu sa promesse au-delà de sa mort. Et je dirais même que s'il l'a adoptée ou légitimée, ça fait d'elle la candidate numéro 1 pour pouvoir reprendre le titre des Penwood. Parce que ni Rosamund ni Posy ne sont des Penwood, elles sont des Lee. Donc dans l'ordre de succession, elles ne valent quasiment rien, sauf avec le remariage, on est d'accord. Sauf que si Sophie, qui est plus âgée, devient légitime, ça fait d'elle la parfaite candidate pour donner un fils, comme l'ont été les sœurs Featherington dans la saison 3. Et à l'instar de Lady Featherington, je pense que Lady Penwood, en cachant cette vérité à Sophie, ne l'a pas fait juste pour lui faire du mal par jalousie, mais pour sécuriser ses filles, pour qu'elles aient encore un titre et une fortune. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Là, ça va vraiment devenir une théorie. Pour moi, dans cette saison, Lady Penwood a été écrite selon 2 inspirations. La Montre religieuse, ou La Veuve Noire, et Anna Delvey. Si vous connaissez pas Anna Delvey, je vous le conseille chaudement. Ça a été une mini-série qui raconte comment une arnaqueuse allemande, qui a réellement existé, est partie vivre son rêve américain en se jouant des banques et de plusieurs personnes influentes en Amérique. Et oh, comme c'est bizarre, c'est une production Shondaland. En tout cas, cette théorie-là, elle alimente ma prédiction numéro 3. Lady Penwood vit au-dessus de ses moyens, et c'est bien elle, la véritable imposteur de cette saison. Et pour cette accusation, vos honneurs, j'ai 2 pièces à conviction. Le collier de Sophie et les boucles de souliers de Posy. L'un vaut un bon prix, et l'autre rien du tout. La source, cet homme. Tonne creux. Les diamants, c'est lourd.
Ça, c'est de la pâte de verre. Ils sont faux. Collier, en revanche, je peux vous en donner un bon prix. Et à l'époque, la verrerie, c'est que ça commence tout doucement à devenir un art pour pouvoir passer au-delà des prix exorbitants des diamants. Il n'y a que la petite bourgeoisie qui peut se le procurer. Et à côté de cela, on a également Lady Penwood qui possède énormément de souliers. Lady Penwood a plus de chaussures que je ne peux compter. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas elle la vraie Cendrillon. Donc ces pièces à conviction prouvent que Lady Penwood vit bien au-dessus de ses moyens, malgré ses efforts pour soudoyer des employés de maison pour remplacer la place vacante de Sophie. Sophie qui, rappelons-le, a avoué remplir le rôle de plusieurs personnes au sein de la maison Penwood. Sophie qui a également été logée, nourrie, blanchie, sans avoir de salaire. Et j'avoue, je crois que le départ de Sophie, après son renvoi, ça a dû faire un sacré choc avant-après pour Lady Penwood. Bon allez, on revient aux épisodes. L'épisode 6 donc se terminera avec l'étape du All is Lost. Si tu te souviens de ce que j'ai dit, cette étape c'est le moment où Colin démasque Penelope. Donc à ce moment-là, pour Penelope, tout est perdu. Elle n'a plus l'amour de Colin, en tout cas elle croit l'avoir perdu. Jouer à Lady Whistledown dans l'ombre de son mariage, c'est fini aussi. Son ancien monde est mort. Et dans les autres saisons, cette étape, c'est le moment où Daphné comprend que Simon ne veut pas avoir d'enfant et non pas ne peut pas avoir d'enfant. Et pour Kate et Anthony, c'est le moment où Edwina, elle se rend compte qu'ils sont fous l'un de l'autre et qu'ils ne peuvent plus faire semblant. Et j'avoue ici que pour la saison 4, c'est un peu plus compliqué pour moi de trouver exactement qu'est-ce que ça va être. En même temps, j'apprends encore la méthode. Ce qui est sûr, c'est que pour cette fin d'épisode, ils vont devoir chacun perdre quelque chose, qui va faire que leur monde ne peut plus du tout exister. Et à ça, j'ai des suppositions. Donc ils vont devoir perdre quelque chose. Ça va être assez violent pour les mettre à genoux tous les deux, et les faire entrer dans l'étape Dark Night of the Soul. La perte, elle doit être terrible, au point où autant Benedict que Sophie vont douter d'eux-mêmes, voire même avoir la sensation d'avoir été bernés. C'est peut-être même à ce moment-là que Lady Penwood va mettre la lumière sur Sophie, sur le fait qu'elle ait volé des chaussures et qu'elle soit venue au bal. Soit ce sera l'attraction de Benedict pour Sophie qui va être mis en lumière et ça va faire que la réputation de Sophie va être entachée et Sophie, elle en a besoin. Et elle n'a aucune envie que Lady Bridgerton la voie mal. Ni même d'ailleurs les employés de maison de la maison Bridgerton. Ouais. Je pense que c'est bien plus cette version-là qui va exister. Parce qu'en faisant ça, Benedict va ruiner la réputation de Sophie et il n'obtiendra rien d'elle. Il n'aura pas sa reconnaissance comme il le souhaite, ni son amour, mais plutôt une rancune. Ou peut-être même les deux. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'épisode 6 et en même temps j'ai peur. Avec l'épisode 7, on entrera directement dans les conséquences du All is Lost avec l'étape Dark Night of the Soul. S'il faut imager cette étape, tu vois une explosion ? Ça, c'est le All is Lost. Le Dark Night of the Soul, c'est le calme qui arrive après et les conséquences justement de l'explosion. Cette étape, elle sert à laisser le héros ressentir pleinement sa perte, confronter son mensonge intérieur, expérimenter et comprendre ce qui ne fonctionne plus et accepter que l'ancienne stratégie est morte. Dans cette étape, le héros n'a pas encore trouvé la solution, mais il commence déjà à l'intégrer. C'est comme ça que dans la saison 3, Penelope, elle voit les dégâts de sa double identité. Ce que ça fait de mentir à Colin, et mine de rien, cette nuit noire lui a quand même permis de retrouver Héloïse. C'est là aussi où le héros doit repenser aux événements passés, admettre quelque chose qu'il refusait de voir, et on touche enfin la vérité. Et tu te souviens de ce que j'ai dit sur le mensonge intérieur de Benedict et Sophie Sophie, elle va devoir accepter de ne plus chercher la validation à l'extérieur, elle va devoir l'assumer elle-même, et Benedict, lui, va devoir apprendre à plonger, nager dans les eaux plus profondes, malgré l'inconfort. Et on commence tout doucement à approcher de la fin de l'acte 2. Il reste plus qu'une étape, le Break into Three. Et c'est enfin notre 8e épisode. La leçon est apprise. Et il y a de fortes chances du coup que ce soit là qu'on apprenne la véritable identité de la mère de Sophie, ou alors ce que cache réellement le testament de Lord Penwood. Mais peut-être pas tout de suite dans son intégralité, ça peut peut-être arriver plus tard. Pour rester fidèle à ce qu'on attend du héros dans cette étape, je pense que Sophie va devoir faire preuve d'audace, que c'est elle, à ce moment-là, qui va devoir se montrer, s'assumer en tant que dame vêtue d'argent, et regarder en face Benedict et lui dire « c'était moi ». Elle va devoir assumer publiquement qu'elle est bien la fille de feu Lord Penwood et qu'elle a sa place dans la société. Donc si on prend en exemple les 3 dernières saisons, il y a encore quelques résistances, mais elles ne sont plus assez fortes pour faire revenir le héros en arrière. Et avec ça, on entre enfin dans l'acte 3,
et la dernière étape qui est divisée en 5 sous-étapes. C'est des sous-étapes que je trouve absolument fascinantes et que je n'ai pas encore complètement maîtrisées, mais je les trouve fascinantes. Donc à partir d'ici, je ne peux plus faire de prédictions. Je suis en eau inconnue et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais pour vous préparer à ce dernier épisode, voici comment se passe un final en mode Save the Cats. Et je suis désolée pour l'anglais, je vais juste vous mettre ici les noms des étapes. Je suis désolée, mais j'ai pas encore le niveau en anglais pour bien les dire, donc je vais juste vous mettre les étapes ici. D'abord, on rassemble l'équipe. Un héros ne gagne pas seul. Il rassemble ses alliés et accepte leur aide et utilise les relations construites durant l'acte 2, tout en ayant intégré ce qu'il a appris. Pour moi, il y a de fortes chances que ce soit à ce moment-là que les souris de la maison Penwood et les employés de la maison Bridgerton se rassemblent pour pouvoir aider Sophie. Étape 2. Exécution du nouveau plan. Le héros applique un plan basé sur sa nouvelle compréhension, ses compétences et les leçons apprises. Le plan n'est pas parfait, et il peut encore rencontrer des obstacles. Mais cette fois, le héros va de l'avant et il agit différemment. Et enfin, la surprise de la haute tour. J'en parlais justement avant. C'est un imprévu. L'antagoniste contre-attaque. C'est le contrôle qui lui échappe au héros, c'est le dernier test, et c'est le moment de vérifier si le héros a bien appris sa leçon. Et pour moi, il y a moyen que ce soit là, qu'il y ait une confrontation de face à face entre Lady Penwood et Sophie. Étape 4. Creuser plus profondément. Là, c'est le moment clé. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus de garantie, plus d'alliés, plus de stratégie. On expose la vérité, la transformation et le nouveau système de croyance. C'est l'acte de foi pure. 5e et dernière étape, on exécute le nouveau plan. Le héros agit une dernière fois, mais cette fois aligné, lucide et transformé. Il ne gagne pas forcément par la force, il gagne par sa compréhension intérieure. Et enfin, l'image finale. On montre le héros dans son nouveau monde, avec ses changements. C'est un écho au setup en mode miroir inversé. Dans la saison 1, Daphné et Simon deviennent parents, et c'est la scène de naissance de Simon, mais complètement inversée. Cette fois, il y a la présence du père, l'enfant naît, et la mère demeure. Dans la saison 2, Kate et Anthony continuent à se chamailler et à se confronter, mais avec plus d'harmonie. Et enfin, Pénélope est la mère du Lord Featherington et continue à écrire au grand jour. Ici, je vous surprends pas si je vous dis que Sophie et Bénédicte vont vivre heureux, qu'ils vont se marier, et j'irai même jusqu'à dire que Bénédicte va devenir un peintre accompli qui va s'assumer et présenter ses œuvres. Et une Sophie également qui va être une véritable dame du monde légitimée. Il y a de fortes chances. J'ai pris beaucoup de temps à écrire cette vidéo, beaucoup trop. Je l'ai montée rapidement, elle n'est pas parfaite. C'est un énorme challenge pour moi de l'avoir postée dans cet état, mais je voulais absolument que vous l'ayez juste avant, au moins la veille. J'espère que je l'ai sortie le 25. Je voulais que vous l'ayez maintenant pour pouvoir la regarder, voir mes prédictions avant qu'on puisse manger ces 4 derniers épisodes. Maintenant que vous l'avez regardé, il faut absolument que vous ayez voir les 4 derniers épisodes et voir si j'ai tort. Et après ces 4 épisodes, je vous donne rendez-vous ici même pour que je démonte ma dernière vidéo. Moi j'ai hâte de voir si j'ai tort ou si j'ai raison encore une fois. Et si on est déjà le 26 et que vous regardez ça juste après avoir regardé les épisodes, mettez-moi en commentaire si j'ai eu tort. Ça y est, c'est fini!